Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir. Dans un monde frappé par la pandémie du Covid-19, un environnement en pleine mutation et face à un marché toujours plus exigeant, la recherche, l'innovation, la ressource humaine, les stratégies marketing sonnent comme autant de défis qui interpellent les acteurs majeurs de la haute finance et de la fiscalité au Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, ce soir, à vous la parole, fait une incursion dans le domaine qui est celui de la fiscalité et de l'économie. À vous la parole ce soir reçoit M. Ngapna Jérémy, conseil fiscal agréé CEMAC et surtout enseignant d'université des universités privées et publiques du Cameroun. Monsieur Ngapna, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Stéphane. Bienvenue sur le plateau d'À vous de la parole. C'est à moi de vous dire merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur cette chaîne de télévision que j'aime beaucoup. Comme vous précisez plus haut, je rappelle que vous êtes conseil fiscal agréé CEMAC et surtout enseignant de fiscalité dans les universités publiques et privées du Cameroun. Oui. Alors, Monsieur Ngapna, avec vous, nous allons échanger sur des thèmes aussi variés que la fiscalité, la récente baisse du budget au Cameroun et la révision, en fait, les impôts. Nous allons parler de ces thématiques-là qui vous sont certainement chères. Merci beaucoup. Alors, pour permettre, M. Ngapna, à ceux qui nous rejoignent à l'instant de mieux vous connaître et certainement de découvrir l'homme que vous êtes, nous allons ici et maintenant prendre la rubrique du portrait. Rubrique du portrait ce soir, encore une fois, une signature authentique et originale de Francine Ateba. Voilà à quel moment le gars attaque les vrais problèmes fiscaux. Ebenezer Jérémy Ngapna, né à Fumban, à la veille de l'indépendance du Cameroun, d'une modeste famille chrétienne de 9 enfants, dont il est le deuxième, est un brillant enseignant. Après ses études primaires et secondaires dans la ville de l'ouest du Cameroun, il obtient son baccalauréat série D en 1980 et s'inscrit dès lors à l'université de Yaoundé 1, Ngouaikele, qu'il quitte en 1985, nanti d'une maîtrise en sciences économiques option gestion. Par la suite, il obtient une bourse d'études de l'État du Cameroun qui lui permet d'effectuer les études fiscales à la prestigieuse École nationale des impôts de Clermont-Ferrand en France. Y étant, il effectue parallèlement à l'université de la même ville les cours d'économie au cycle doctorat. De retour au pays, il exerce plusieurs fonctions au sein des services extérieurs et synchro au ministère des Finances. De 2006 à ce jour, Ngapna Jérémy Ebenezer est un enseignant associé au cycle Master 1 et 2, professionnel, option fiscalité comptabilité, droit des affaires dans les universités d'État de Yaoundé 2 à Soie et à Tchang. Il a achevé sa brillante carrière de fonctionnaire au grade d'inspecteur principal des impôts hors échelle en 2012, au poste chargé d'études à la Direction générale des impôts à Yaoundé. Il obtient son agrément CEMAC comme conseil fiscal agréé en avril 2013 sous le numéro CF 149. Il est membre de l'ONCFC sous le numéro 1480 et dirige son cabinet d'expertise fiscale et de gestion installé à Yaoundé. Côté jardin, il n'est plus un cœur à prendre, car marié et père de 7 enfants depuis 1990. Ebenezer Jérémy Ngapna, à vous la parole. Monsieur Ngapna, un portrait de vous? Merci, c'est un portrait fidèle. Fidèle. Oui. Remerciements à Francine Ateba pour cette magnifique fresque de la vie de Monsieur Ngapna. Alors, cher monsieur, nous allons commencer par vous en essayant d'en savoir plus sur vous et sur votre parcours. Oui. Alors, vous êtes né à Fumban. Oui. Comment vous débutez? Comment ça se passe votre enfance au niveau de la ville de Fumban? J'ai passé une enfance agréable comme tout enfant, issu
des parents modestes. Mon père était un instituteur, ma mère une ménagère. Donc j'ai fait les écoles primaires dans les villes de l'Ouest, partout où on affectait mon papa. Et c'est dans ces villes-là que j'ai pris goût à la vie pour la première fois, avant de me retrouver ici à Yaoundé à l'université. Vous êtes parti de Fumban pour l'université de Yaoundé? Non, je suis parti de Bafoussam parce qu'après Fumban, j'ai fait Bafoussam, j'ai fait le collège de l'unité de Bouddha. C'est là où j'ai eu mon baccalauréat avant de me retrouver à l'université de Yaoundé. Après avoir fait le lycée de Fumban, le collège de la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, j'ai fait beaucoup d'établissements avant de terminer, avant d'obtenir mon bac à Bouddha. Je suis la première promotion des bacheliers du collège de l'unité de Bouddha. Nos recherches nous ont révélé que vous aviez plutôt eu un baccalauréat série D scientifique. Exact. Mais comment vous vous retrouvez en économie? Je me suis retrouvé en économie par le fait de hasard. En fait, on m'avait orienté en physique-chimie. Mais le taux d'échec était tellement élevé à l'époque à la faculté des sciences. Mais je voulais toujours résister et faire la faculté des sciences. Mais un ami, par hasard, il m'a dit, mais regarde nos aînés là qui sont partis du lycée il y a longtemps, ils sont en train de griller le mandat en deuxième année. À peine on trouve quelques-uns en troisième année, bon, ça m'a effrayé. Il dit, allons faire l'économie. Je dis, mais l'économie c'est quoi? Il commence à m'expliquer. Comme je ne voulais plus échouer, j'avais déjà raté le bac. Parce que je n'ai pas eu le bac du coup. Donc cet échec-là m'a torturé. Je ne voulais plus échouer dans ma vie. Je suis allé alors m'inscrire en sciences économiques où je n'ai pas eu de bourse. Parce que j'ai changé la filière qui m'a fait... En première année, je n'ai pas eu de bourse. Mais les conditions objectives existaient à l'époque. Je souffre la première année. Et dès que je passe en deuxième année, parce que je n'ai pas repris, on m'a conduit ma bourse en deuxième année, et ainsi de suite. C'est comme ça que moi je prends goût à l'économie, et puis je me rends compte qu'il suffit d'avoir l'esprit ouvert. Vous pouvez tout faire dans la vie lorsque vous avez mérité votre bac. Vous décrochez un master à l'université de Yaoundé. Et au travers d'une bourse, vous vous retrouvez en Hexagone pour poursuivre vos études. Oui, exact. Alors, comment a été votre parcours, votre séjour en Hexagone, si on peut s'exprimer ici? Mon séjour là-bas était très très agréable puisque toutes les conditions sont réunies pour que vous fassiez bien vos études. Vous avez la bourse, vous êtes logé, et il y a quelqu'un qui vous nettoie tout à la maison, enfin dans le campus. Donc vous n'êtes là que pour vos études. Ce qui était gênant, c'était l'adaptation au niveau du climat. Bref, je me suis rendu compte que j'ai une mission et que je ne dois pas la rater. Vous revenez après votre diplôme en Hexagone et vous intégrez tout de suite la fonction publique. Oui. Alors, la carrière de fonctionnaire, comment elle débute et comment elle s'achève? Moi, je peux dire que j'ai eu la chance parce que je suis rentré au Cameroun en septembre 86 et en janvier 87, j'ai été nommé inspecteur vérificateur à la Brigade nationale de contrôle des vérifications des entreprises. C'était un corps d'élite, donc vous croyez que j'ai flotté en complément d'effectif pour quelques 2 ou 3 mois. Dès lors, je n'ai pas perdu un poste depuis 1987 jusqu'en 2012. Donc j'ai été inspecteur vérificateur, chef de centre départemental des impôts dans plusieurs départements. Après, je suis revenu encore dans les services centraux où j'ai été inspecteur vérificateur au centre spécialisé de Fundi 1. Après, chef de brigade de contrôle des vérifications dans le même centre. Et en 2003, j'ai été appelé à la direction générale des impôts comme chargé d'études à la division de la répression des infractions fiscales. C'est là où j'ai terminé ma carrière parce que j'ai mis 9 ans à ce poste-là avant de prendre ma retraite. Votre carrière de fonctionnaire achevée, vous optez pour une autre carrière, celle dans le privé, en ouvrant votre cabinet d'expert fiscal. Oui, j'ai compris tout de suite que on part en retraite à 55 ans, donc il fallait anticiper. Et puis j'ai préparé mon dossier, j'ai envoyé ça à la CEMAC. C'est parti du Cameroun avec l'accord du ministre des Finances. Et quand le Conseil des États du
ministre de la Finance avait siégé à l'époque, j'ai été retenu parmi les conseils fiscaux agréés des pays de la CEMAC. Et puis, on m'a notifié, je me suis inscrit à l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun et j'ai commencé mes activités. Justement, parlons de cet agrément. Quels sont les critères qu'il faut réunir pour pouvoir bénéficier de cet agrément? C'est un environnement un peu flou, un peu complexe. Quels sont les critères qu'il faut retenir pour pouvoir postuler d'abord et espérer recevoir l'agrément? Il y a deux voies. Pour les fonctionnaires, lorsque vous avez le grade d'inspecteur des impôts, vous pouvez postuler à cette fonction-là après avoir mis 10 ans dans la fonction, au moins. Ou bien vous attendez l'âge de la retraite pour postuler. Mais vous ne pouvez pas postuler si vous n'avez pas mis 10 ans dans le grade. Vous comprenez que celui qui est passé inspecteur des impôts a moins de 4 ans ou bien 5 ans avant 10 ans de... Enfin, s'il n'a pas mis 10 ans au grade, il ne peut pas postuler à ce poste-là parce qu'il faut avoir exercé le métier pendant au moins 10 ans. Ça, c'est pour le cas des fonctionnaires et il faut qu'on vous libère, que vous ne soyez pas un employé quelque part. Ça, c'est la première condition. Il faudrait absolument démissionner de la fonction. Exact, vous démissionnez. Si vous vous sentez suffisamment costaud, vous démissionnez et puis vous postulez. Et la deuxième voie, c'est la voie balisée pour les étudiants parce qu'il ne faut pas que ce soit le métier des vieillards, hein, des vieux comme on dit. Et on forme maintenant les étudiants. Lorsque vous avez obtenu votre Master 2, vous pouvez entrer dans un cabinet comme le mien. Vous faites le stage pendant 5 ans, c'est-à-dire vous êtes conseiller fiscal stagiaire. À ce moment-là, vous êtes salarié sous ma botte, sous la botte du conseil fiscal sur lequel vous faites le stage. Après les 5 ans, vous faites votre dossier, vous le déposez à la Direction générale des impôts qui l'achemine à l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Le Conseil national des conseils fiscaux du Cameroun donne son avis, transmet le dossier au ministre des Finances qui donne également son avis avant de l'envoyer à la CEMAC. Et quand le Conseil des ministres des Finances des 6 pays de la CEMAC siège, on étudie le dossier au cas par cas et puis on donne les agréments. Dès que le dossier de la CEMAC sort, si vous avez votre agrément, vous rentrez dans votre pays, vous vous inscrivez dans l'ordre de votre pays, si ça existe. Alors, M. Ngatna, conseil fiscal, c'est un terme qui peut parfois paraître ambigu. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil fiscal exactement et quel est son rôle? Le conseil fiscal est comme un avocat d'affaires. Sous d'autres cieux, par exemple en France, on l'appelle les avocats d'affaires, les inspecteurs des impôts qui, après avoir achevé leur formation, entrent dans ce métier-là. On les appelle les avocats d'affaires. Au Cameroun, ou bien dans la CEMAC, ce conseil fiscal agréé. Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est d'encadrer les contribuables, personnes physiques et personnes morales. De façon pratique. De façon, oui. Pratique, oui. C'est-à-dire les encadrer dans la souscription de leurs déclarations, pendant les contrôles fiscaux, le contentieux, et ainsi de suite, parce que les gens estiment que c'est un métier hermétique, où il y a trop d'arnaques, on ne sait même pas exactement ce qu'on paye. Alors, lorsque vous allez chez le conseil fiscal, il vous fait payer le juste impôt. Donc, tous les contribuables ont intérêt à avoir un conseil fiscal pour leurs affaires s'ils ne sont pas suffisamment aguerris en matière fiscale. Parce que la fiscalité, c'est les impôts. Les impôts à payer, vous pouvez chuter à cause des impôts. On peut vous écraser avec les impôts. Bref, c'est un tissu avec beaucoup de travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'au Cameroun, les populations ou les entrepreneurs, les opérateurs économiques comprennent la nécessité d'avoir recours à un conseil fiscal? Au Cameroun, je sais que certains comprennent, mais c'est beaucoup plus ceux qui ne comprennent pas que nous décomptons. Nous ne sommes pas très nombreux pour exercer ce métier, mais je peux vous dire que nous chômons plutôt parce que les contribuables ne viennent pas vers les conseils fiscaux. Ils vont directement à l'administration fiscale rencontrer l'inspecteur des impôts qui gère son dossier. Il estime que l'inspecteur des impôts qui a le pouvoir de l'État peut résoudre son problème de A à Z. Or, c'est là-bas qu'il y a un problème. Parce que les inspecteurs des impôts, il y a un problème parce que
Si l'inspecteur des impôts n'est pas de bonne moralité, nous savons que nous sommes dans un pays corrompu, il peut vous faire croire que vous devez payer par exemple 100, alors qu'en réalité, selon les textes, vous devez être à 50. Vous voilà alors en train de négocier sur la fraction de 50 supplémentaires. Vous vous mettez à genoux pour lui expliquer tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, lorsque vous allez chez le conseil fiscal vous fait comprendre que vous ne devez payer que 50 et non 100. Donc, vous n'entrez pas dans les négociations. Il faut être légaliste. Il faut payer le juste impôt parce que c'est sur ça que l'État compte pour exercer ses missions régaliennes. Donc, nous sommes là. Voilà notre rôle. Et l'État nous donne ce pouvoir-là pour que tout le monde soit en règle. Mais nous déplorons le fait que l'ordre n'est pas suffisamment connu. Les contribuables ont toujours tendance à passer par la fenêtre alors que la porte est ouverte. Du fait d'un défaut de communication de votre part, vous les conseillers fiscaux. Donc vous savez que c'est assez visible. Toutes les professions libérales sont interdites de publicité. Mais cela n'interdit pas de faire connaître la profession. Au-delà de la publicité, vous pouvez vous organiser en action, en conférence, en séminaire, qui ne relèverait pas de la publicité, mais qui certainement vous ferait connaître autrement. Alors, cher monsieur... Monsieur Baudet, vous soulevez un problème Monsieur Barga, s'il vous plaît, je m'excuse. Vous posez là un problème très très important. Il appartient maintenant au bureau de l'Ordre national des conseils fiscaux d'organiser ces conférences-là et de vendre la profession. Si le bureau de l'ordre ne fait pas son travail, la profession ne sera pas connue. Ça, c'est d'un. Des deux, il faudrait que l'État lui-même fasse la publicité de notre promotion. Vous êtes une profession libérale. Pourquoi oui, c'est une profession libérale. Il faudrait l'État qui a intérêt à encaisser l'argent, parce que le budget, c'est quoi? C'est des prévisions. Si l'État ne prend pas toutes les mesures pour encaisser ce qui est prévu, elle n'aura rien. Il n'aura rien. C'est pour ça que l'État aussi a intérêt à nous protéger et de propulser notre profession. Ça, c'est de deux. De trois, il y a des missions officielles que l'État devrait nous donner. La CEMAC nous l'a donné, mais au Cameroun, on a tendance à piétiner les missions officielles données par la CEMAC. Lesquelles, par exemple? Quelles sont ces missions-là? Toutes les déclarations d'impôts devraient en principe passer par un conseil fiscal agréé. Vous avez les déclarations mensuelles, vous avez les déclarations annuelles. Les déclarations mensuelles, c'est pour payer les acomptes mensuels, c'est-à-dire l'impôt fractionné. La déclaration de fin d'exercice, c'est ce qu'on appelle la déclaration statistique et fiscale, les états financiers, qui devaient être signés par le conseil fiscal agréé. Après que l'expert comptable ait arrêté les comptes, le conseil fiscal devrait également y jeter un coup d'œil et signer. Au besoin que les deux signent. Là, l'État est sûr que la comptabilité que telle entreprise me présente est une comptabilité probante, parfaite. Vous estimez que c'est à l'État de défendre votre profession? En quelque sorte. D'accord. Toujours en termes d'éclaircissement, nous avons parfois la tendance d'avoir une certaine confusion entre un conseil fiscal et un expert comptable. Pouvez-vous nous dire en un mot la différence qu'il y a entre les deux? C'est des professions qui se côtoient. L'expert comptable donne le résultat comptable de l'entreprise. C'est-à-dire s'il y a un déficit, le déficit est dû. Le conseil fiscal, lui, il est comme le juriste de l'entreprise, parce que lorsque vous présentez un résultat fiscal, il y a un impôt qui est adossé à ce résultat-là. Ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être le résultat que vous avez déclaré, ça peut être un bénéfice ou un déficit. L'inspecteur des impôts jette un coup d'œil sur ces états financiers-là et corrige cet état-là pour sortir la bonne base qu'on appelle le bénéfice imposable ou bien le résultat imposable. Vous comprenez? Mais je peux vous dire qu'un bon inspecteur des impôts est en même temps un bon comptable. Donc c'est deux professions qui se côtoient mais qui n'ont singulièrement pas les mêmes rôles. Ils n'ont pas le même rôle parce que l'expert comptable
vise beaucoup plus les intérêts des associés, ceux qui ont part dans l'entreprise. Alors que le conseil fiscal, non seulement il protège les intérêts de tout le monde, mais y compris les intérêts de l'État. Parce qu'il faut trouver la bonne base d'imposition pour l'État. D'accord. Alors, pour revenir à l'ordre national... Parce que l'État est associé, que tu le veuilles ou pas, hein, à toutes les l'État est entreprises. toujours caution ou tutelle. C'est ça. En fait, pour revenir à l'ordre national des experts fiscaux au Cameroun, comment est-il organisé? Comment fait-on pour y adhérer et comment est-ce qu'il se déploie au quotidien? Nous avons l'ordre, nous avons le bureau de l'ordre, nous avons l'Assemblée générale de l'ordre. Hein. Aujourd'hui, le président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun, c'est M. Bounan, et le président de l'Assemblée générale, c'est M. Mvondo Mvondo. Comment vous déployez sur le terrain? Non, on n'entend pas trop parler de vous. Si on n'entend pas trop parler de nous, c'est que ça dépend du président de l'ordre. Tout simplement. Tout simplement. C'est à lui de revoir les stratégies de communication autour de votre ordre. Oui, oui, il a créé quand même un journal, de la lettre de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun qui apparaît presque tous les mois, mais ce n'est pas suffisamment divulgué. Hein. La divulgation du métier n'a pas encore atteint les 50% qu'il fallait. Le minimum de 50%, on n'a même pas encore atteint 50%. Tout à l'heure, vous estimiez que vous n'êtes pas assez nombreux dans le métier. Oui. Cela peut être dû à quoi? Votre profession ne suscite pas de vocation ou alors c'est dû à quoi? D'abord, il faut une expertise, c'est de longues études. Et deux, ce n'est pas suffisamment expliqué comme vous êtes en train de le dire. Il y a très peu d'enseignants qui expliquent cette profession-là aux étudiants. Et ils trouvent également que le processus est long et très très contraignant parce que ce n'est pas un métier de paresseux. Vous avez également plein d'inspecteurs des impôts qui se libèrent, qui prennent leur retraite mais qui n'ouvrent pas de cabinet, qui ne sollicitent pas. Parce que si vous êtes un paresseux, vous ne pouvez pas faire ce métier-là. Vous devez être à jour. La formation, elle est coûteuse. Ça coûte beaucoup d'argent d'être expert fiscal au Cameroun. Oui, je peux dire oui. Puisque les gars que nous formons en un master 2 professionnel, les frais de scolarité vont au-delà de 700, 800 000 francs, même 1 million hein, par an. Et après ça, il faudrait qu'il entre en cabinet pour exercer comme conseil fiscal stagiaire pendant 5 ans avant de solliciter la CEMAC pour s'installer comme conseil fiscal agréé. D'accord. Monsieur Ngapnan Jérémy, nous allons faire la première halte de cette édition d'À vous la parole. Nous avons été rejoints par notre collègue Nadège Joguin qui viendra ici et maintenant vous poser les questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Alors comment tu vas? Ça va, ça va. Aux côtés de monsieur Ngapnan, je crois que ça va. D'accord, je te laisse en compagnie de l'invité de ce soir. Bonsoir monsieur Ngapnan. Bonsoir Nadège. Une fois de plus, bienvenue chez vous. Merci. Ça a été votre week-end? Assez bien. Dans le confinement. Où étiez-vous le week-end? Le week-end, carrément, je suis un casanier, hein, je reste à la maison, je suis l'émission lorsqu'il n'y a pas de coupure de courant, ce qu'on appelle le délestage. D'accord, dans cette rubrique, vous allez répondre par oui ou non aux questions fermées des internautes. Oui. Oui ou non. Oui. Et puis la dernière question, elle est ouverte. Vous allez argumenter, donner votre point de vue. D'accord. On peut y aller. Allons-y. D'accord. Le métier de conseil fiscal nourrit-il son nom au Cameroun? Oui. Le Covid-19 peut-il trouver une solution locale véritable au Cameroun? Oui. Le gouverneur de la région du centre a interdit toute veillée funèbre et autres rites mortuaires dans sa circonscription. Cette mesure était-elle opportune? Oui. Le Cameroun a-t-il vraiment besoin d'une aide extérieure pour en venir à bout de la pandémie à Covid-19? Non. Les conseils fiscaux jouent-ils toujours franc jeu dans l'expression du principe de sincérité fiscale? Oui. Ils ont intérêt. Êtes-vous pour ou contre l'éco-version Ouattara en Afrique de l'Ouest? Ah,
Là, je ne sais pas si c'est la première, c'est la dernière question, il faut dire oui ou bien non, mais... Êtes-vous pour ou contre? Ce n'est pas la dernière question. Moi, je suis pour. D'accord. Oui. Approuvez-vous le traitement de la crise anglophone que applique le gouvernement camerounais, tel qu'appliqué par le gouvernement camerounais? Vous pouvez reprendre votre question, c'est complexe. Approuvez-vous le traitement de la crise anglophone tel qu'appliqué par le gouvernement camerounais? Non. Non. Combien d'entreprises avez-vous dans le portefeuille de votre cabinet? Une dizaine. Ok, pour sortir avec cette question ouverte, que pensez-vous des métiers de la fiscalité au Cameroun? J'ai déjà dit tantôt que le métier de fiscaliste est un métier de travailleur. Passionnant, intéressant, lorsque vous aimez la profession. C'est interdit aux paresseux, parce qu'il faut être dead online. Vraiment? Oui. Ok. J'en ai terminé. Merci Nadège, merci encore pour ces questions des internautes qui nous suivent de par le monde. Alors, Monsieur Ngapna, nous allons avancer au courant de cette émission. En fait, nous allons aller un peu au plus près des populations, auprès des mairies. Vous aviez, dans une précédente déclaration, évoqué le fait que le conseil fiscal pouvait être utile aux mairies. Alors, comment pouvez-vous être utile aux maires nouvellement élus dans leur déploiement? Nous pouvons être utiles aux maires sous plusieurs angles. Lesquels? Premièrement, au niveau de la formation. Comme je suis fiscaliste, le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Et pour qu'une mairie fonctionne, il faut qu'elle ait de l'argent. En dehors de ce que l'État donne aux mairies, les maires eux-mêmes ont une bonne marge de manœuvre pour rentrer, pour se donner les moyens d'avoir de l'argent. Parce qu'il y a des impôts, des taxes qui sont recouvrés, qui sont émis et recouvrés par la localité locale. Et les impôts qui sont émis et recouvrés par l'État et rétrocédés aux collectivités territoriales décentralisées via le FECOM où se joue la péréquation. En attendant que la péréquation se joue, le maire, dans sa circonscription, peut organiser le recouvrement des impôts locaux dont la loi lui donne la compétence. Et beaucoup les ignorent. Il y a également, en dehors de cette formation-là, il y a l'organisation du travail même. Parce que c'est le management qui fait quoi? Est-ce que les maires ont les compétences qu'il faut dans leur mairie parce que la chose la plus importante, c'est le capital humain. Les gens bien formés. Est-ce que les maires ont aussi la capacité de payer les hauts fonctionnaires? Comme si une mairie me recrute aujourd'hui, est-ce que le maire là pourra me payer pour que je fasse ce travail-là? Donc, il y a plein de choses. Hein. Quels sont les résultats que vous pouvez garantir à une mairie qui vous solliciterait, par exemple? Que pouvez-vous promettre à un maire de ville qui viendrait vers vous en termes de résultats? Jusqu'ici, les mairies essayent de se débrouiller comme elles peuvent à recouvrer leurs impôts auprès des populations, auprès des usagers. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en plus en tant que conseil fiscal? Je peux leur apporter juste la méthode et passer même à l'action. Je commence d'abord par le recensement de la population fiscale dans sa zone. Le maire nous regarde, allez-y. Oui, recensement de la population fiscale dans sa zone de compétence. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, on paye un impôt lorsqu'on a un revenu, quel que soit le revenu. Donc, on devrait commencer par le recensement de la population fiscale. Passer alors chez l'inspecteur des impôts pour la classification, parce que c'est l'inspecteur des impôts du coin qui a la qualité pour classer les contribuables. C'est lui qui dit que celui-ci peut être à l'impôt libératoire, celui-ci à la patente, celui-ci au régime de l'impôt libératoire, celui-ci au régime simplifié, celui-ci peut être au régime du réel. Et à partir de ce classement-là, le maire aura alors un fichier fiable, correct, sur lequel il peut compter. Maintenant, on émet ces impôts-là et on passe au recouvrement. Vous estimez qu'avec cette méthode, vous pouvez être utile et vous pouvez
doubler les revenus des mairies? Ça dépendra de chaque mairie. Parce que si on vous demande par exemple de recouvrer certaines taxes, par exemple sur l'extraction de ceci, alors que vous n'avez pas ça dans votre zone, vous n'aurez pas ça. Donc il faut y aller au cas par cas. Et puis, chaque maire peut cerner ses difficultés, on monte un cahier de charges et vous retrouvez de la formation et dit que bon, j'attends de vous tel résultat. C'est un exemple que nous prenons au niveau des mairies, mais concrètement, est-ce que vous et vos collègues avez souvent été au contact des décideurs? Est-ce que l'État vous sollicite dans ces activités? Est-ce que vous êtes associé à la démarche étatique? Est-ce que vous apportez votre expertise à l'État? C'est le maillon faible de l'ordre, mais quand on nous sollicite, nous donnons notre avis. Chaque fois quand on est en préparation de la loi des finances, le ministre des Finances écrit à l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun que faites vos propositions, tout comme on le fait également au GICAM, MECAM, ainsi de suite. Il y a des organismes professionnels organisés qui font des propositions. Donc, en principe, l'ordre devrait aussi faire ces propositions pour accompagner la loi des finances. Donc, on nous sollicite de ce côté-là. Vous êtes sollicité et vous êtes satisfait du niveau de sollicitation qui est celui de l'État vis-à-vis de l'ordre? Moi, je peux dire que nous sommes satisfaits puisque le ministre des Finances nous sollicite toujours. Mais est-ce que l'ordre fait alors son travail? Mais nous sommes déçus. Est-ce que vos avis sont pris en compte? Voilà la bonne question. Nos avis ne sont pas toujours pris en compte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien défendu. J'ai l'impression. Vous avez l'impression que ceux qui portent la parole des experts fiscaux au Cameroun ne parviennent pas à convaincre l'administration. Exact. Vous êtes organisé en groupement. Pourquoi ne pas changer de porteur de voix? On le change lorsqu'il y a consultation élective. Nous attendons la périodicité. D'accord. Monsieur Ngapna, nous sommes allés à la rencontre de certaines personnes qui ont la chance de vous côtoyer au quotidien et qui ont accepté de dire ce qu'elles pensaient de vous et ce qu'elles pensaient aussi de la carrière et la formation d'experts fiscaux. Ce sont les témoignages. Sur vous la parole. Je suis là pour un stage professionnel, pour pouvoir mieux augmenter mes connaissances, vu que ce qu'on fait à l'école n'est pas toujours ça. Il faut avoir aussi une connaissance pratique. Du coup, je viens ici, je suis venue ici là. Est-ce qu'ici, il y a la fiscalité, la comptabilité, on fait un peu de tout. Ce qui fait que je vais apprendre tout ça dans la globalité. Non, déjà, j'ai commencé depuis il y a une semaine et je me sens vraiment dans ma peau. Et le travail ici, ça va, ça avance et je ne suis pas détachée du bureau. Donc on nous implique dans tout le travail qu'il y a à faire. L'accueil était très bon. J'aimerais bien me cultiver dans ce domaine de fiscalité. Du coup, bon, c'est vrai que j'ai eu à faire comptabilité, mais on ne peut pas faire comptabilité sans faire une partie de la fiscalité. Les deux se mélangent, se suivent. Puis depuis une semaine et un jour aujourd'hui, cela se passe bien. Actuellement, aucune difficulté pour le moment. On verra après 6 mois. Le directeur, M. Gamnap, c'est d'abord mon professeur à USM, Institut universitaire des sciences et management. Et actuellement, c'est mon encadreur ici, dans ce cabinet d'expertise fiscale et de gestion. C'est un homme honorable, ouvert, qui accueille tout le monde. Alors, M. Ngapna, vous êtes également enseignant. Comment se passe l'intégration au sein de votre cabinet? Vos stagiaires, ils viennent d'où? La jeune dame précisait que vous êtes son professeur. Oui, je l'ai eu comme étudiante à l'Institut universitaire de management, qui se trouve à Bastos. Donc, pendant que nous dispensons nos cours, pendant les phases de stage, puisqu'à un certain moment, eux s'arrêtent pour aller en stage. Ces étudiants ne trouvent pas facilement des cabinets dans lesquels ils peuvent faire des stages. Bon, ceux qui ont eu la chance d'avoir parmi les enseignants un conseil fiscal agréé comme moi, me sollicitent. Donc, s'il y a la place, moi, je les accepte. Moi, j'ai pris récemment 2. Je forme comme ça tout le temps. Ça peut sortir de Tchang, ça peut sortir de Yaoundé, un peu de partout. Hein. Est-ce qu'en tant qu'enseignant, vous sentez cette fibre du conseiller fiscal chez les jeunes aujourd'hui?
vous estimez, après votre génération, vous estimez que le métier va survivre à votre génération? Oui, le métier va survivre parce que nous faisons tout ce qu'il faut pour vulgariser le métier. Hein. Ne plus y mettre beaucoup d'opacité, utiliser un terme assez souple pour faire passer le message. Et ils sont suffisamment intéressés. Vous savez que la fiscalité, c'est le domaine des finances. Et quand il dit finances, il dit l'argent. Donc ça les intéresse beaucoup. Ça les intéresse beaucoup. Alors, Monsieur Ngapna, nous sommes, le monde avec, malheureusement interpellé par la pandémie du Covid-19 au Cameroun au premier chef. Alors, l'expert fiscal que vous êtes, nous allons essayer de nous étendre sur les conséquences de cette pandémie au niveau de l'économie, au niveau de la fiscalité, au niveau social. Commençons d'abord par les conséquences économiques de cette pandémie. Vous, comment percevez-vous ces conséquences-là? Comment les entrevoyez-vous? Les conséquences du Covid-19 sur l'économie sont lourdes. Et c'est pour ça que le chef de l'État vient de prendre une ordonnance pour réviser à la baisse le budget de l'État. Parce que le Covid-19 a mis le monde entier à genoux. Nous avons lu Keynes, nous avons lu Ricardo, nous avons lu beaucoup d'économistes, mais on n'avait jamais prévu un système économique qu'on peut mettre sur pied lorsque le monde s'arrête. Parce que le Covid-19 a arrêté le monde. L'économie est en berne, pas seulement au Cameroun, mais dans tous les autres pays du continent qui ne sont atteints par l'économie. Donc, les conséquences sont énormes. L'une des conséquences, c'est que c'est en train de décimer la population. Or, c'est le capital humain qui fait la force d'un pays. Si nous perdons les forces vives de notre pays, comment est-ce qu'on va vivre? Comment est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, l'économie étant en berne, tout le monde souffre. Tout le monde souffre, y compris l'État. Donc la réduction de notre budget est normale. J'étais même surpris parce que le montant, la réduction représente à peu près 11%. Avant d'arriver à la réduction du budget, qui est une mesure assez récente, est-ce qu'on peut d'abord évaluer le bilan fiscal de cette pandémie au niveau des impôts? Qu'est-ce que le Covid-19 aura créé comme désagrément, vous qui êtes dans le domaine? En termes de fiscalité. Je ne suis plus... Ça, c'est une question qui pouvait être bien répondue par le directeur général des impôts parce que c'est lui qui apprécie les chiffres. Mais je peux dire d'une manière globale que ce qui est sûr, les recettes fiscales ont baissé parce que l'activité a baissé. Il y va de soi, ça c'est clair. Maintenant, apprécier le niveau de proportion. C'est l'État lui-même qui a apprécié le niveau de baisse des impôts. On ne pouvait plus maintenir la même pression fiscale sur les contribuables. C'est pour ça qu'on a pris certaines mesures pour exonérer, pour donner des facilités aux contribuables. Pas de taxes sur la valeur ajoutée jusqu'en fin d'année, par exemple. La TVA, elle ne sera pas exigible jusqu'en fin d'année. Est-ce que vous estimez que ce sont des mesures qui sont de nature à relancer rapidement l'économie ou à favoriser le petit entrepreneur? Non, la TVA est toujours exigible. Hein. Moi, je vous corrige déjà. La TVA est toujours exigible puisque la taxe sur la valeur ajoutée, c'est en fonction du chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires baisse, la TVA également va baisser. Et si le mécanisme est tel que cette TVA, taxe sur la valeur ajoutée, si on n'a plus de valeur ajoutée, ça va baisser. Mais ça ne veut pas dire que l'impôt a disparu. On a seulement exonéré certains produits qu'on devait taxer à la TVA, certains produits, justement qui visent le Covid-19. Oui. En fait, j'aimerais savoir si dans cette catégorie d'impôts, notamment celui sur la taxe à valeur ajoutée, est-ce qu'il aura disparu d'ici la fin d'année comme annoncé par le gouvernement, ou bien c'est une autre forme qui ne sera pas applicable? J'aimerais bien que ceux qui nous suivent soient mieux édifiés à ce sujet. Je pense que l'ordonnance prise par le chef de l'État le 3 juin est suffisamment claire. A précisé les exonérations accordées pour certains matériels et équipements
qui vise le Covid-19. Uniquement. Après le Covid-19, nous espérons que ça va passer dans bientôt. Ce qui est sûr, on pourra revenir à la taxation générale. Vous n'êtes pas au courant des 19 mesures prises par le chef de l'État pour... Si, j'ai lu les 19 mesures. Le domaine fiscal n'a pas été abordé dans cette... Si, le domaine fiscal a été suffisamment abordé. En accordant certaines exonérations, on dit que bon, le contrôle est suspendu. La TVA n'est pas incluse... Bien sûr, elle est incluse là-dedans. Elle est incluse. Ça ne veut pas dire que c'est supprimé. C'est temporairement mis en berne. Hein. Comment avez-vous... Juste pour les déclarations, hein. C'est-à-dire il n'y a plus de sanctions, il n'y a plus de sévérité, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'on a supprimé l'impôt. C'est pas ce qui a été dit sur ce plateau. Justement. Comment avez-vous apprécié l'espère que vous êtes ces mesures-là, du point de vue fiscal et économique? C'est des mesures qui s'imposaient d'ailleurs. À partir du moment où l'État ne peut pas apporter une solution pour... Quand on parle de confinement, ça veut dire qu'on ne travaille plus. Le rythme de travail a baissé, qu'on le veuille ou pas. Donc, on ne peut plus avoir des recettes. Les contribuables souffrent. On ne peut plus maintenir la même pression fiscale, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ne pas écraser le contribuable, on a eu à prendre certaines mesures pour alléger la tâche. Ce n'est que dans ce sens-là que moi je vois. Je dis que c'est des bonnes mesures, il fallait prendre ces mesures-là. Il est vrai qu'on n'attendait plus que ça, puisque pour certains contribuables, il fallait exonérer presque tout le monde de l'impôt pour cette période. Mais l'État va vivre de quoi? C'est pour ça qu'on est allé vers le déconfinement progressif. Vous savez qu'on a commencé, on avait fermé le secteur, enfin pas fermé, il n'était pas plus possible pour le secteur hôtelier. Par exemple. Et carrément à terre. Les bars qu'on a ouverts et puis les gens critiquent, vous savez que l'un des gros contribuables du Cameroun, c'est la SABC. Voilà, donc il fallait prélever par là. Il y a les droits d'assises, la TVA, ainsi de suite, qui vient de ce pan d'économie très très important. L'État doit vivre. Donc pour nous, il est question de vivre avec le Covid. Vous estimez que l'économie camerounaise pourra se relever d'ici à combien de temps? C'est une question vraiment difficile. Personne ne peut prévoir. Mais si nous respectons les mesures protectrices contre ce Covid-19-là, nous pourrons vivre avec le Covid et oublier même que le Covid existe. Hein. Parce que moi, je prends l'exemple du paludisme. Le paludisme a toujours existé. Pourtant, il y a le remède du paludisme. Mais les gens meurent du paludisme. Donc pour moi, le Covid terrasse. Mais à partir du moment où il y a des mesures protectrices, nous devons les respecter. Il faut aller vers le déconfinement pour que les gens puissent vivre. Parce qu'on peut rester à la maison et mourir de famine également. Alors tout à l'heure, nous avons évoqué un des aspects liés à cette pandémie. Nous allons revenir un peu plus près des populations avec une thématique toute simple mais qui vous interpelle. Par exemple, lorsqu'on évoque la thématique sur la taxe foncière, il y a beaucoup de flou à ce niveau. Pouvez-vous nous dire exactement de quoi il est question? Parce que, commençons d'abord par... Bon, la taxe foncière est un impôt mal compris, très peu recouvré au Cameroun, parce qu'on ne peut pas venir sceller votre maison là où vous habitez. Les moyens coercitifs sont limités, mais on vous capte au moment où vous êtes en train de souscrire certaines déclarations. C'est un impôt, pour moi, qui n'est pas trop lourd, hein, parce que c'est 0,1% de la valeur de votre immeuble. Et c'est vous qui déclarez la valeur de votre immeuble. Il est vrai que l'État a le pouvoir de corriger cette valeur-là. La valeur de l'immeuble, c'est quoi? C'est la valeur du terrain plus les constructions que vous avez développées dessus. Donc, ça vise les propriétaires. Alors, que dire de la guerre entre bailleurs et locataires au sujet de cette taxe? Qui est réellement à la payer? Mais c'est le propriétaire de l'immeuble qui doit payer la taxe foncière. Ce n'est pas le bailleur. Le bailleur, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre les impôts. Là, c'est un impôt qui est figé sur quelque chose, sur un bien que vous avez. Le fait
le simple fait d'être propriétaire et être dans une agglomération qui bénéficie de certains avantages accordés par l'État, vous êtes assujetti au paiement de la taxe foncière. 0,1% de la valeur de votre immeuble par an. Donc, mais tout le monde ne paye pas. Moi, je suis d'accord avec vous. Par exemple, les zones rurales sont exonérées. Il faudrait peut-être, en guise de précision, vous l'avez dit que c'est le propriétaire. Oui, c'est le propriétaire. Sujet à payer cette taxe. C'est lui le redevable réel. Mais pourquoi parfois on a l'impression que les propriétaires ou les bailleurs, entre guillemets, essaient de faire imputer cette taxe, de faire payer cette taxe aux locataires? Là, vous parlez d'un autre impôt, c'est le prélèvement sur les loyers. Parce qu'il y a un prélèvement de 15% sur le loyer que vous payez lorsque vous êtes le redevable légal. Si vous êtes locataire, je prends un exemple terre à terre. Vous avez un appartement que vous louez à 200 000 francs. L'État vous dit qu'avant de verser les 200 000 francs au propriétaire, retenez 15% de 200 000 francs, vous me le donnez et en fin d'année, vous donnez une attestation de retenue à la source au bailleur pour qu'il puisse souscrire sa déclaration des revenus locatifs que vous lui avez versés. Vous comprenez? C'est tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire vous payez pour le compte de votre bailleur. Maintenant, les bailleurs qui ne veulent pas souscrire des déclarations refusent de supporter que vous puissiez déclarer, que vous puissiez déduire ces 15%-là et ont tendance à rejeter ça sur le locataire. Et pourtant, le bailleur oublie que c'est une avance que le locataire a fait pour son compte à l'État. S'il souscrit la déclaration, il va déduire, c'est-à-dire il va récupérer les 15% versés par son locataire à l'État. Et comment il les récupère? Mais il les récupère lorsqu'il calcule ses impôts. Si en fin d'année, il trouve que je dois payer 100 000 francs d'impôts, mais que mon locataire a déjà payé 15 000 francs pour moi, il ne payera plus que 85. C'est pour contraindre les bailleurs à souscrire une déclaration de revenus qu'eux ils encaissent. Parce que l'argent que vous donnez à votre bailleur est un revenu pour le bailleur. Et je vous ai dit à l'entame de cette émission que tout revenu est taxable. Tout revenu non exonéré par l'État est taxable. Votre revenu, c'est le produit locatif. C'est un revenu, non? C'est un revenu, voilà, vous devez payer un impôt là-dessus. On aimerait savoir quels sont les moyens coercitifs dont dispose l'État pour contraindre ces bailleurs véreux à s'acquitter de leurs impôts. Je vous ai déjà dit que l'État a très peu de moyens coercitifs, mais lorsque ces bailleurs-là sollicitent certains services au niveau de l'administration fiscale, on lui pose une seule question. Êtes-vous locataire ou propriétaire? Ils répondent naïvement, je suis propriétaire. On dit qu'apportez-nous la taxe foncière, sinon on ne vous sert pas. Il est obligé d'aller payer la taxe foncière. Et peut-être de faire... Mais pour les autres, là on prend celui qui vient solliciter les services au niveau des impôts. Celui qui ne passe jamais aux impôts, on n'ira jamais sceller sa maison là où il dort. C'est pour ça que je dis que l'État a très peu de moyens coercitifs pour imposer le paiement de la taxe foncière à tous les contribuables. Mais on peut y arriver. Si demain, l'État dit que pour aller à l'hôpital, pour aller inscrire un enfant à l'école, si vous ne présentez pas votre taxe foncière ou bien votre contrat de bail, parce que si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. Si vous ne présentez pas ces deux documents-là, on ne vous sert pas. Là, ils seront obligés. D'accord. Merci encore pour toutes ces explications, M. Ngapna Jérémy. Nous allons marquer la seconde halte de notre programme très technique de ce soir en allant tout de suite vers la régie pour la séquence publicité de À vous la parole de ce soir. A tout de suite.
Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonocoxie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien, myome et fibrome, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contacter au numéro 651 36 91 74. L'ANACAF, votre guérison, notre priorité. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Il était 8 h le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec, entre autres, le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé, en prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'1 an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale. Elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba
qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte à Simba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Retour sur le plateau d'À vous la parole. Ce soir, nous rappelons à ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous recevons M. Ngapna Jérémy, c'est un expert fiscaliste. Alors, M. Ngapna, l'actualité récente nous fait état d'une revue à la baisse du budget 2020 au Cameroun. Alors, beaucoup se posent la question de savoir quelles sont les motivations qui ont conduit l'exécutif à prendre cette décision. Les motivations sont nombreuses. À partir du moment où l'État avait voté son budget avant l'arrivée de Covid-19, en estimant collecter 4 951 milliards, mais se rend compte qu'avec l'arrêt d'activité à cause de Covid-19, on ne pourra plus atteindre ce chiffre. Donc il était de bon ton qu'on révise ce budget. Donc le chef de l'État a pris une ordonnance on a estimé ce que l'État a perdu à cause de Covid-19. Donc il était question qu'on révise cela à la baisse. C'est tout à fait normal, on ne pouvait pas faire autrement. Monsieur Ngapna, l'actualité nous fait écho de près de certains partenaires du Cameroun à l'État du Cameroun et le chef de l'État en l'occurrence a fait un don d'1 milliard pour la lutte contre le Covid-19 et les Camerounais, grâce aux différentes formes de dons, se sont aussi manifestés. Est-ce que la nécessité de réduire le budget de l'État s'imposait réellement avec tous ces avantages-là? Oui, avec ces dons logés dans le fonds de solidarité de lutte contre le Covid-19 et avec les appuis des partenaires qu'on vous est en train de dire, mais c'est destiné aux soins et à la lutte, aux soins de ceux qui sont atteints par le Covid et pour la prévention de ce Covid-19-là, qui n'était pas prévu au départ. Mais seulement, comme l'économie est touchée parce que l'État comptait sur son économie, sur l'activité a baissé. Donc il ne faut pas confondre de couloir. À mon avis. Pas à mon avis. Normalement, on ne doit pas confondre de couloir. Parce que ça, c'est un événement qui est arrivé et que personne ne s'y attendait. Donc il fallait trouver des moyens ailleurs pour lutter contre ce Covid-là. Même s'il faut piocher dans l'économie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, le prêt octroyé par le FMI à l'État du Cameroun ne sera pas utilisé uniquement pour la lutte contre le Covid-19? Non, on peut changer d'option. Parce que si on ne vit pas, ce prêt-là doit être remboursé. Mais si l'économie ne marche pas, on va rembourser avec quoi? En attendant, il faut vivre. Donc on peut puiser dans ce budget-là. On peut changer de ligne. Parce que ça, c'est le cas de force majeure. Donc on a estimé qu'avec la baisse de l'économie, avec la baisse d'activité, l'État va perdre à peu près tel montant qu'on peut dire que bon, l'État, on a réduit de 542 milliards, donc c'est la proportion de pertes que l'État a estimée. Donc on a fait des simulations, des études, en se disant que d'ici la disparition du Covid, ou bien que nous habitions au Covid,
l'État a déjà perdu ce montant. Donc il faut ajuster forcément l'économie. On s'y attendait. Hein. On pouvait même aller au-delà de 542 milliards de réduction. Hein. Mais l'État n'a réduit tout le budget que de 11%. Donc sur toutes les lignes des ministères, de la présidence, du ministère, des démembrements de l'État, ont subi des coupes. Ça s'est imposé. D'accord. Et ceux qui nous viennent en aide, ils ne sont pas exempts du Covid. Chez eux aussi, ça a frappé fort. D'accord. Monsieur Ngapna, nous allons faire l'honneur à ceux qui nous suivent en relayant ici leurs préoccupations et certainement leurs interrogations. Alors, nous allons au téléphone avec le premier message qui commence à tomber. Bonsoir. La TDL peut-elle être réduite dans la fourche légale? Rappelez-nous le décret du PM sur cette question. Jules de Babadjou. TDL, c'est tellement un terme technique que vous connaissez. TDL, le taxe de développement local. Nous allons d'abord essayer d'éplucher les différentes contributions de nos téléspectateurs. Alors, les honoraires d'un conseil fiscal, comment sont-ils fixés? Il n'a pas signé son message. Veuillez signer vos messages, s'il vous plaît. Nous prenons celui-ci. Bonsoir, je suis votre émission. Je voudrais savoir réellement comment on fait pour entrer dans l'ordre des conseillers fiscaux. Ceux qui ne sont pas dans l'ordre. Il n'a pas signé son message. Nous allons prendre celui-ci. Bonsoir, monsieur Ngapna. L'expertise fiscale peut-elle être au niveau de tous les contribuables? C'est-à-dire, quels sont les coûts de vos honoraires? C'est Théophile Désiré Mbou. C'est un chef d'entreprise qui nous écrit. Alors, on va d'abord essayer de s'arrêter là pour le premier jet. La question qui revient, c'est celle liée aux honoraires. Combien coûte un expert comptable au Cameroun, le service? C'est une profession, en ce qui concerne les honoraires, c'est à se discuter entre les parties. Hein? Et ça dépend de l'enjeu. Ça dépend du niveau où je vous prends lorsque vous avez un problème fiscal. C'est au niveau des déclarations, vous voulez que je souscrive vos déclarations en vos lieux et places, vous me donnez les éléments tous les mois. Vous êtes en contrôle fiscal, vous voulez que je vous suive, que je vous encadre, puisque la loi le permet. La loi dit bien que chaque contribuable est libre de se faire assister par un conseil fiscal de son choix lors des contrôles. Vous pouvez ne pas avoir du répondant face à l'inspecteur des impôts. Vous appelez alors un conseil fiscal qui joue ce rôle-là. Là, vous allez le payer en termes d'heures qu'il met à votre disposition. Je vais y arriver, puisqu'il parle des honoraires. C'est pour dire que c'est libéral, c'est une profession libérale, tout comme il peut vous aider pour rien. Rien ne l'empêche. Mais vous comprenez qu'il y a des fourchettes. Il ne faut pas avoir peur des experts fiscaux en se disant qu'ils sont chers. Non. Il peut même vous rendre ce service-là pour rien. Vous pouvez venir à mon cabinet, j'ai plein de stagiaires, j'ai dit, bon, on va me résoudre tel problème. Vous le prenez en charge pour son taxi, il le fait. Mais quand nous avons affaire à une multinationale, à une mastodonte, hein, l'enjeu est beaucoup plus élevé. On met les choses sur la table, on dit, bon, monsieur, je vais vous faire gagner tel montant, vous me payez à peu près tel montant, on s'entend, hein. Comme je vous dis, il ne faut pas fuir les conseils fiscaux parce qu'on se dit qu'ils sont chers, ils ne sont pas si chers que ça. Hein. Alors, M. Pissi qui demande comment fait-on pour entrer dans l'ordre des conseillers fiscaux? Moi, j'ai déjà dit que, bon, je pense qu'il veut viser ceux qui exercent illégalement la profession. Peut-être l'exercer de façon légale, en intégrant justement l'ordre des experts fiscaux. Mais je l'ai dit au début de cette émission qu'il y a deux voies. Pour entrer dans l'ordre national des conseils fiscaux de Cameroun, il faut avoir d'abord l'agrément CEMAC. Et pour obtenir l'agrément CEMAC, vous devez remplir les critères. Le diplôme minimum, c'est le Master 2. Et 5 ans dans un cabinet de conseils fiscaux, dans un cabinet de conseil fiscal agréé, qui atteste que vous avez effectivement fait 5 ans avec lui. Vous transmettez votre dossier à la CEMAC avec vos diplômes, via le ministre des Finances qui donne son avis, et puis le conseil des ministres des Finances de la CEMAC, des pays de la CEMAC siège et décide de vous donner l'agrément. Dès que vous avez obtenu votre agrément de la CEMAC, vous rentrez au Cameroun et vous vous inscrivez alors à l'ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Vous prêtez serment
Voilà, c'est très très important. Vous prêtez serment et puis vous ouvrez votre cabinet. D'accord. Nous allons repartir avec nos échanges. Oui. Nous allons maintenant évoquer un volet qui est très très sensible, qui est celui de la monnaie. La monnaie, beaucoup de pays africains sont au cœur de l'actualité avec ces dossiers. Beaucoup ont parlé de la FRIX pour la CEMAC, qui est une sorte d'équivalent de l'ECO pour les zones ouest africaines. Alors, comment avez-vous accueilli cette orientation? Pour moi, c'est une très très bonne orientation. Si les conditions de fond qui nous gênent avec le franc CFA sont élarguées. En premier lieu, ce fonds qui est logé au compte d'opération de franc CFA en France. Et le fait que la monnaie, notre monnaie, le franc CFA, qui est battu plutôt à Chamalières, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, parce que nous n'émettons, ce n'est pas nous qui battons notre monnaie, ça se bat ailleurs. Alors, le compte d'opération est un compte qui gêne énormément les pays africains. Si en changeant le franc CFA pour appeler ça ECO en Afrique de l'Ouest et qu'on maintienne les mêmes conditions, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je tiens à préciser ici que ce ne sont pas tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui adhèrent à cet ECO. Le Nigeria, par exemple, a précisé qu'il fallait revenir selon les textes de 2002 et essayer de désolidariser de l'option prise par la Côte d'Ivoire. Alors, vous pensez que c'est une bonne initiative? Non, le Nigeria a été toujours indépendant. Vous voyez le niveau de développement, c'est une mastodonte en Afrique. Le Nigeria fonctionne avec son Naira. Si vous avez besoin des biens qui viennent du Nigeria, vous devez fonctionner avec le Naira. Donc le Nigeria pèse suffisamment lourd et n'est pas obligé d'adhérer à cette histoire d'éco si ça ne lui donne pas satisfaction. La création d'une monnaie est quelque chose de très très complexe. Parce que si j'ai besoin de vos produits, je vais utiliser votre monnaie. Mais si je n'ai pas besoin de vos produits, votre monnaie ne me dit absolument rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, l'Afrique qu'on veut mettre dans les pays de la CEMAC. Un instant, nous appesantir un peu plus sur le cas ouest-africain qui nous sert de référent. Comment jugez-vous l'attitude de ces pays-là qui déshabillent Pierre pour habiller Paul, comme reprendre votre expression? Si ça peut être ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Je sais que celui, la tête de Côte d'Ivoire, par exemple. Vous citez la Côte d'Ivoire. Le président, c'est quelqu'un qui pèse de tout son poids pour que l'éco fonctionne en Afrique de l'Ouest. Comprenez? Le Nigeria n'est pas obligé d'adhérer. Hein? Parce que le Nigeria compte sur ses forces. Mais si vous avez une économie faible, pour essayer de revenir au cas qui nous concerne le plus, celui de la zone CEMAC. On parle d'une monnaie communautaire, l'Afrique. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Mais si l'Afrique c'est l'équivalent du franc CFA, c'est que c'est toujours déshabiller Paul pour habiller Pierre. Ça ne sert à rien. Il faut sortir du franc CFA avec des conditionnalités. Qu'est-ce qui nous gêne avec le franc CFA? C'est là où il faut aller détecter ce qui nous gêne et lever ce gêne-là avant d'adopter une autre monnaie. Deuxième chose, il faut que nous soyons capables de battre nous-mêmes notre monnaie. Il faut supprimer pour moi cette histoire de compte d'opération où les Français nous tiennent. Parce qu'il faut le dire. Et pour revenir précisément sur la zone CEMAC, que pensez-vous de toutes ces décisions qui sont prises? Tous ces sons discordants, par exemple, au niveau, par exemple, des pays tels la Guinée équatoriale, le Gabon, qui forcément n'approuvent pas toujours les points de vue camerounais. Vous pensez que le Cameroun peut aller seul dans cette aventure-là? Le Cameroun, c'est un problème délicat. Parce que le Cameroun est présenté ici comme la locomotive de la zone CEMAC. Exact. Le Cameroun, c'est la tête de proue dans les pays de la CEMAC.
c'est le Cameroun qui tient le devant. Je peux dire que le Cameroun pèse à plus de 70% dans les pays de la CEMAC. Hein. Avant d'avancer, M. Ngapna, est-ce que vous pensez que les leaders camerounais ont conscience de cette position dominante du Cameroun dans la zone CEMAC, au vu des récentes actualités qui, malheureusement, meublent nos journaux, des Camerounais expulsés de Guinée équatoriale, des Camerounais refoulés du Gabon, des Camerounais abandonnés à eux-mêmes au Congo. Est-ce que vous pensez que nos dirigeants ont conscience de cette position de force qui est celle du Cameroun? Bon, vous savez que lorsque vous êtes fort, les autres ont peur de vous. La Guinée équatoriale a peur de la percée des Camerounais. Les Camerounais sont suffisamment intelligents et ces pays-là ont peur qu'on puisse les envahir et arracher le peu qu'eux ils ont. Est-ce que ce n'est pas une forme d'orgueil camerounais qui aujourd'hui n'est pas fondée sur... Bon, en fait, le Camerounais, il faut avouer, nous sommes... qui estime qu'il est grand, beau, fort, partout en zone CEMAC et qui peut-être fait peur. Bon, c'est peut-être notre comportement qui amène ces pays-là à se comporter tel que vous êtes en train de le décrire. Hein. Ils estiment que nous sommes envahissants, nous allons occuper des postes chez eux dans le sud. Je peux vous dire que dans certains pays que vous citez comme la Guinée équatoriale et le Gabon, ça ne vaut pas la ville de Douala, les deux pays réunis. Vous voyez déjà. Donc, avec la montée du chômage au Cameroun, si on trouve qu'il y a de l'emploi là-bas, mais nous allons descendre, prendre ces emplois-là. Ils ont peur de ça. C'est pour ça que vraiment nous ne devons pas vivre en autarcie. Tous les chefs de l'État parlaient de la libre circulation des biens et des personnes dans les zones de la CEMAC. On signe sur les papiers, mais dans la phase exécutive, il y a toujours des problèmes. Les autres ont trop peur de nous. Et il faudrait qu'on les interroge. Vous avez peur de Camerounais, pourquoi? C'est à eux de nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'appliquer correctement cette libre circulation-là. Et pourtant, moi, je trouve, moi, personnellement, que c'est du gagnant-gagnant. Et ils ont intérêt à prendre notre expertise, s'ils estiment que nous avons de l'expertise, tout comme nous ne créons pas l'expertise qui vient d'ailleurs. D'accord. Revenons donc à la situation en zone CEMAC et plus précisément celle du Cameroun. Vous pensez que le Cameroun pourrait aller seul à cette aventure Afrique sans les autres États? Il faudrait d'abord mettre certaines bases. Pour être fort, il faut avoir suffisamment... Il faut renverser la balance commerciale. Ça veut dire que nous devons exporter plus que nous n'importons. Ça veut dire que nous avons des produits à vendre. Nous avons le cacao, le café, le pétrole, ainsi de suite, le coton. Si les gens ont besoin de tout ce qui se produit au Cameroun, nous pouvons battre monnaie. Mais à partir du moment où la balance commerciale est renversée, c'est-à-dire nous importons plus que nous n'exportons, c'est une aventure dangereuse pour moi. D'accord. Monsieur Ngapna, nous allons passer à la troisième phase, le troisième stop de cette édition d'À vous la parole. Nous allons vous amener sur un terrain, le terrain qui est celui des visages. Nous allons vous présenter des visages de personnalités connues et pas très connues, sur lesquelles vous aurez justement à mettre un avis bref, simple et succinct. Alors, si au niveau de la réalisation tout est calé, nous allons partir avec le tout premier visage de cette édition d'À vous la parole. Oui. Je vois le ministre des Finances Motazé. Louis-Paul Motazé. Qui est objectif, compétent. Il mérite sa place. D'accord. Le prochain visage. Oui, l'actuel directeur général des impôts, Opa Fortuny, un garçon brillant qui est en train de faire des réformes à la direction générale des impôts, même si ça gêne certaines personnes qui vont à l'encontre de la réforme, parce que tout se fait maintenant en ligne, il diminue les contacts. Bref, c'est une façon de lutter, il a pris une bonne option pour lutter contre la corruption. C'est un bon directeur des impôts.
Nous avançons. Célestin Tawamba du JICAM, il se bat suffisamment pour porter la voix du JICAM. Nous avançons. Ah, le feu est son Yenga. Un conseil fiscal agréé, je peux dire que c'est mon parrain, c'est lui qui a arrosé ma médaille lorsque je l'ai eue. Père son âme, c'est lui qui nous a toujours donné de bons conseils dans la profession. Il était le président de l'Assemblée générale de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun. Il est décédé il y a de cela peut-être 3 ans maxi. Il a beaucoup fonctionné avec nous. Un monsieur très correct, propre, toujours bien habillé, qui aime trop le sport. Ce qui fait que les gens l'ont trop connu dans le domaine du sport que dans sa profession. En l'occurrence, tourné Calara Club. Exact. Le prochain visage. Alamine Ousmane May, fils de banquier, l'ex-ministre des Finances, l'actuel ministre de l'Économie. Je pense qu'il fait ce qu'il peut. Je n'ai pas grand-chose à dire pour lui. D'accord, nous avançons. Oh là là. Monsieur Kemoye est le PDG d'Afriland First Bank. Sans publicité. Sans publicité. Il a osé, mais il arrive. Parce que c'est un patron de la microfinance qui est parti de CCI à une banque qui est respectée aujourd'hui. Moi, je pense que il avait bien choisi son domaine parce que ça lui réussit. Prochain visage. L'actuel ministre de l'Habitat, c'est une femme dynamique qui est vraiment récompensée pour son militantisme. Quand je passais par Baganté, je trouvais que la ville était toujours très propre. Très très propre, parce que j'ai eu un enfant qui a fait l'université de montagne, donc j'allais régulièrement dans cette ville-là. J'ai trouvé la ville très très propre, très très propre. Et c'était à cause d'elle parce qu'elle était le maire de la ville de Baganté. Nous progressons. Le secrétaire général du RDPC, je n'ai pas grand-chose à faire sur lui. Je sais que il a toujours bossé auprès du patron, le chef de l'État. Ils se connaissent depuis longtemps, j'ai l'impression. D'accord, nous continuons. Pour terminer, monsieur Ngabna, s'il vous plaît, ce visage, il est particulier parce que c'est le visage ouvert. Vous aurez plus d'espace, plus de temps pour dire un mot sur la mémoire du défunt patriarche Victor Fausto. Allez-y. Fausto Victor, paix à son âme. Je sais que ses obsèques sont programmées, je pense, pour le 20 de ce mois. C'est un grand homme d'affaires qui est parti de rien, d'après ce qu'on dit, pour se hisser au firmament des grands hommes d'affaires. Il n'est pas je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il n'est pas le genre Bayam Selam, c'est un industriel. Parce qu'on voyait ses entreprises, Pilcam, ainsi de suite, c'est un producteur. Hein. Et puis il est généreux, quand vous voyez ses dons qu'il largue un peu partout, vous sentez que c'est quelqu'un qui est humain. Ah, merci. Merci, M. Gamna, de vous être prêté au jeu des visages sur à vous la parole. Alors, cher monsieur, nous allons continuer nos échanges en abordant maintenant un volet qui aussi est parfois assez difficile de compréhension pour ceux qui ne sont pas initiés des systèmes économiques. Alors, on parle ici de l'acte uniforme OHADA. Pouvez-vous nous dire de quoi il est question et est-ce qu'il est réellement appliqué comme il se devrait au niveau du Cameroun? Oui, l'acte uniforme OHADA est appliqué à partir du moment où on a uniformisé les méthodes comptables et fiscales dans tous ces pays-là. Je pense qu'ils sont plus de 17 OHADA. Je pense que ça s'applique convenablement au Cameroun. Vous estimez que dans son application au quotidien, il n'y a pas de frein qui entrave? Non, à mon avis, il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein, à mon avis. C'est bien pensé et puis ça marche très bien. Bon, s'il y a des choses à corriger, à adapter au fur et à mesure que les choses changent, ça pourra venir. Vous pensez qu'au niveau de ceux qui prennent les lois, ils sont assez outillés pour la mise en application de cet acte uniforme au niveau des
chambre administrative, par exemple? Moi, je pense qu'ils sont suffisamment outillés parce que pour prendre le bon texte des lois, c'est-à-dire c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont travaillé sur le terrain, donc ils ne sortent pas de n'importe quoi. La législation est faite pour les gens suffisamment outillés et intelligents qui ont fait le terrain et qui pensent l'avenir de la profession. D'accord. Nous continuons toujours notre round-up de cette thématique-là liée à la fiscalité. Maintenant, nous allons un peu revenir sur l'impôt au Cameroun. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'assiette fiscale camerounaise, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est représentative de la valeur réelle du Cameroun? Oui, dans un premier temps, parce que... Oui, je suis un peu dubitatif parce qu'il y a des choses à corriger. Il y a par exemple les acomptes que les entreprises payent au Cameroun. Moi, j'estime que c'est un peu trop. Parce qu'à la fin, vous allez vous rendre compte que l'impôt n'est plus assis sur le bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires. À partir du moment où on avait un acompte d'impôt, par exemple les entreprises qui sont au régime du réel de 1,1%, on a passé ça à 2,2%, c'est-à-dire à 100%. Nous avons estimé que c'est suffisamment élevé. Moi, personnellement, je pense que c'est suffisamment élevé. Et quand vous charcutez l'ensemble des états financiers, vous vous rendez compte que beaucoup d'entreprises s'arrangent à être au minimum de perception qui est de ce 2,2% là. Donc finalement, l'impôt est calculé sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. La question ici est celle de savoir si il n'y a pas une grosse marge d'impôt qui échappe à l'État du Cameroun, du fait peut-être du caractère informel de notre économie. Est-ce que vous pensez que l'État du Cameroun récupère ce qu'il devrait récupérer dans cet impôt-là? Le secteur informel est suffisamment développé au Cameroun et l'État y perd beaucoup de recettes. C'est pour ça qu'on fait des efforts pour sortir tous les contribuables qui sont dans le secteur informel pour être dans le secteur formel. Les amener à souscrire des déclarations. En tant que conseiller fiscal, qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État? Que proposez-vous à l'État pour essayer de ne pas perdre cette niche de recettes qu'est le secteur informel? Vous savez, les Camerounais sont suffisamment intelligents. Le secteur informel est suffisamment développé. Et c'est pour ça que l'État a tendance, il faut que l'État élargisse l'assiette fiscale pour atteindre ces gens-là. Et qu'on intensifie le contrôle, parce que le contrôle est dissuasif. Mais l'administration camerounaise ces derniers temps, c'est ça le défaut de la Direction générale des impôts, a mis du bémol sur... La direction a des défauts? Oui. On a mis beaucoup de bémol sur le contrôle fiscal. Or, le contrôle fiscal n'est pas là uniquement pour les recettes. C'est dissuasif. Quand quelqu'un sait qu'il sera contrôlé, et d'une manière objective, il s'arrange à être en règle. Mais lorsqu'il sait que le contrôle est carrément supprimé, il fait du n'importe quoi. Or, l'État les prend où? Quand vous vous enrichissez dans le secteur informel, l'État vous cueille au niveau de votre dépense. Parce que si vous avez de l'argent, Monsieur Barga, vous allez le dépenser. Et en dépensant, vous payez un impôt indirect que vous ne connaissez pas, la TVA, les droits d'assises. Vous comprenez? On a l'impression que l'État laisse même grandir ces personnes-là pour les prendre à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau de leurs dépenses. Revenons à vous les conseillers fiscaux. Vous êtes souvent montrés du doigt, cités un mauvais exemple au niveau de la fuite devant l'impôt et au niveau des fraudes fiscales. L'État vous accuse parfois de conseiller vos clients à comment détourner et ne pas payer le juste impôt à l'État. Qu'est-ce que vous avez à répondre face à cette accusation? Non, notre rôle, c'est de faire payer le juste impôt à tout le monde, à tous les contribuables. Cependant, il y a des techniques d'optimisation des impôts, c'est-à-dire les choix économiques que vous devez faire. On n'entre pas dans les montages financiers pour tromper l'État, mais on pratique ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Au courant que ces pratiques existent? Oui, ça existe, mais ça peut être légal, hein, parce que l'optimisation, c'est exploiter toutes les lois fiscales et des textes en faveur de l'entreprise.
sans tricher. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser tous les textes. C'est-à-dire quoi, par exemple, cas pratique? Un contribuable peut venir me voir dès la création de son entreprise. Je lui donne les avantages s'il reste en entreprise individuelle ou s'il crée une société à responsabilité limitée ou s'il crée une SA. Ça dépend de son chiffre d'affaires. J'essaie de l'orienter pour dire que ici, là, tu vas gagner. Je prends un exemple. L'IRPP au Cameroun, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Lorsque vous dépassez la tranche de 5 millions, vous êtes taxé déjà à 38,5%. Si vous êtes resté en personne physique, c'est-à-dire vous allez payer l'IRPP. Et si vous développez beaucoup de bénéfices, comprenez que la tranche supérieure à 5 millions supporte un impôt trop élevé, parce que vous êtes à l'IRPP. Par contre, si vous êtes en société, votre impôt est plafonné à 33%. Tout y compris. Donc vous n'avez pas intérêt à rester personne physique lorsque vous avez déjà une marge qui vous fait grandir. Vous voyez, si reste personne physique, il sera taxé au-delà de 5 millions à 30,5%. C'est légal. Si je le conseille, il devient société, ses impôts sont plafonnés à 33%, c'est lui qui gagne. Est-ce que moi j'ai triché? C'est ça l'optimisation. Je mets les choses sur les balances. Je vous dis, monsieur, vous êtes en train de verser des salaires à quelqu'un, vous êtes en train de faire une augmentation de salaire à votre personnel. Vous allez doser cette augmentation de salaire-là sur le salaire brut, qui est taxable entièrement, alors que vous pouvez exploiter les éléments de salaire qui sont exonérés ou bien imposés partiellement. Donc vous dosez cette augmentation-là par parcimonie, c'est-à-dire par individu. Or, ceux qui ne savent pas, on te largue. À votre avis, voilà. Pourquoi l'État laisse perdurer toutes ces failles dans son système? Ce n'est pas seulement l'État de Cameroun, c'est ainsi dans tout le monde entier. Ce n'est pas une façon de vous inciter à enseigner vos Non, c'est ça le rôle du conseil fiscal. Il faut faire des choix économiques. Jongler avec l'impôt? Ce n'est pas la jonglerie, puisque c'est l'État qui le permet. C'est les lois. C'est les lois. Alors, pour revenir à la situation qui est celle du Cameroun, pensez-vous qu'il y ait trop d'impôts au Cameroun? Moi, je pense qu'il n'y a pas trop d'impôts au Cameroun. Mais ce qui gêne les gens, c'est l'utilisation du produit de l'impôt. Moi, si je peux donner un avis, je dirais aux législatifs, les députés, de surveiller plutôt l'exécutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... L'Assemblée, au Parlement? Oui, justement. Parce que les gens, il y a des personnes qui payent les impôts, mais au Cameroun, il y en a qui détournent le fruit de cet impôt-là. Monsieur Ngapna, ça c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Non, c'est ça qui donne l'impression que l'État ne fait rien. Parce qu'avec le budget que nous avons, si c'est utilisé objectivement, on a destiné tel montant pour faire tel projet, il faut surveiller ce projet-là pour que ce projet-là se réalise sans détournement de fonds. Pour revenir spécifiquement à l'impôt, est-ce que vous estimez, comme beaucoup le pensent d'ailleurs, que ce sont généralement les moins nantis qui payent le plus d'impôts au Cameroun? Non, moi je pense que c'est faux. C'est un fantasme? C'est un fantasme. Les moins nantis, bon, peut-être parce qu'ils sont vulnérables, il ne faut pas, peut-être les grands, on dit qu'ils jouent des influences, mais c'est faux. Moi, j'ai eu dans ma profession à contrôler des gens hautement bien placés, mais avec l'échange, ils finissent par accepter l'impôt. La légende fait des cas de ces industriels, ces capitaines d'industrie qui, se sentant menacés par l'impôt, font du chantage à l'État en arguant le fait qu'ils pourraient renvoyer le personnel, cesser les activités ou se délocaliser vers d'autres pays favorables et ne pas payer le juste impôt à l'État. Mais par contre, les petits contribuables, ceux qui essaiment nos quartiers et villes, eux, on a la possibilité plus facilement de mettre la main sur eux et de leur faire payer l'impôt qui leur revient. C'est peut-être à partir de là que naît cette sensation que c'est les moins nantis qui payent finalement le plus d'impôts au Cameroun. Je dis toujours que c'est une impression. Quand vous faites les affaires, n'est-ce pas, tout
tout ce qui intéresse un homme d'affaires, qu'est-ce que je vais gagner? L'impôt vient même après. Honnêtement, par là, l'impôt vient après. Le gars vise son business. Il pense à l'impôt après. L'industriel ne peut pas faire le chantage à l'État s'il gagne effectivement ici. Mais l'État a aussi un rôle à jouer, c'est-à-dire la coopération. Aujourd'hui, ce n'est plus l'État qui vient avec la mitraillette pour traquer le contribuable. Non, il y a l'échange, il y a une collaboration. On ne fuit plus le contribuable. On cause avec lui, on lui explique les choses. Hein? Ce n'est plus l'époque coloniale où on venait, nos parents fuyaient parce qu'ils étaient... possibilité que les petits contribuables n'ont pas. Bénéficient-ils des mêmes faveurs que les... Non, ils ont peur pour rien. Quand vous allez dans un centre des impôts, arrangez-vous à rencontrer le chef de centre. Il va vous dire la vérité. Dans tous les métiers, il y a des mauvais agents. Il y a des agents véreux. Et c'est ça qui fait tache d'huile. On a l'impression que l'administration fiscale écrase les gens, ils font ceci, cela. C'est le plus petit qui paye l'impôt, le fort ne paye pas. Non. Quand le fort arrive, il rencontre le patron. Quand vous le voyez causer avec le patron, vous avez l'impression qu'on est en train de le manager. Non. On l'amène plutôt à comprendre l'intérêt pour lui de payer le juste impôt. D'accord. Alors, M. Gapnan, la tradition sur En vous la parole voudrait que chaque personnalité qui nous fait l'honneur de votre plateau puisse, en fin d'émission, nous acheminons tout doucement vers la sortie de cette émission, puisse s'exprimer en langue maternelle à une région du Cameroun qui est sienne. Alors nous vous donnons la possibilité, si vous le voulez bien, de dire un mot à vos frères et sœurs de votre région qui certainement vous suivent maintenant. Alors, vous avez la parole. La reine ne me font pas. Moi, je cherche un groupe à maintenir. Donc, un groupe à remettre de yaga famille. Mon frère, il y a un point qui est par rapport à chez COVID-19 bivé chez Chamona. Mais chaque mi, il y a eu à pas imi ne pour ne ni yé y one nga yé kandona. Pocket, combat non goût pour maintenir. Merci pour ce message qui est adressé à quelle région du Cameroun? Région de Noun, je suis de Noun, je suis de Fumban, plus précisément de l'arrondissement de Koutaba. D'accord. Pour aller vers la conclusion, M. Gapnan, nous allons essayer de parler des métiers de la fiscalité. Alors, quels sont ces métiers? Pouvez-vous nous parler brièvement de ces métiers qui vous passionnent tant? Je peux vous dire que la fiscalité elle est suffisamment passionnante justement pour celui qui aime le métier. Mais de l'extérieur, on a l'impression que ce sont des arnaqueurs, des tricheurs, des gens trop riches parce qu'ils traquent les gens, tous ces consorts, et roulent carrosse. Mais je peux vous dire que c'est faux. C'est faux. Pour un inspecteur des impôts qui ne fait que son travail, je ne peux pas dire qu'il vit décemment, mais il ne triche pas, parce qu'il est bien payé par l'État. Pour les conseils fiscaux, c'est la même chose. Vous n'avez jamais, vous pouvez passer toute votre carrière dans les bureaux, hein, dans les services centraux, vous n'avez pas de contact avec un contribuable. Est-ce qu'on va dire que vous êtes riche? Pour moi, c'est un métier passionnant parce que sans ce métier-là, l'État ne peut pas exister. Ah oui. Quand vous prenez le budget, il faut regarder ce qu'on attend de la Direction générale des impôts. C'est plus costaud par rapport à ce qu'on attend de la douane. Parce que plus de pays se développent, moins on importe et moins il y a des recettes douanières. Pourtant, la fiscalité de la porte, c'est ça qui apporte des recettes costauds dans l'État. Et en l'occurrence, la TVA, qui est l'impôt le plus rentable. Alors, ce sont des métiers passionnants selon vous? Oui, c'est passionnant parce que j'aime l'analyse, j'aime les chiffres. Pour revenir, c'est vrai que c'est une question qui peut-être est déjà intervenue pour cet échange. Comment fait-on? Au-delà de combien de temps peut-on certifier qu'on est un conseiller fiscal aguerri? Est-ce que c'est au nombre d'affaires, par exemple, comme chez les avocats? Quel est le baromètre sur lequel on peut évaluer un conseil fiscal pertinent
et sérieux? Je ne sais pas, c'est les autres qui peuvent juger, hein. Mais moi je me dis que... Le barreau par exemple, à les référents, on dit cet avocat c'est parce qu'il a gagné 11 procès, ces médecins c'est parce qu'il fait de très belles opérations. Le conseiller fiscal auprès du grand public s'évalue à quoi? Mais ça dépend de la nature de tes clients. Je veux commencer par l'inspecteur des impôts. L'inspecteur des impôts qui a eu à se frotter à des gros dossiers, qui n'a fait que l'assiette, qui n'a pas quitté la direction générale des impôts, on peut de prime abord dire qu'il est aguerri, qu'il est compétent. Mais ceux qui sont à la direction générale des impôts, et après il quitte, il va dans d'autres administrations, après il revient, il est carrément déphasé, il est largué. Il ne peut pas être un bon conseil fiscal, ça c'est clair. Mais celui qui n'a fait sa carrière que dans l'administration fiscale, je ne me vante pas comme moi, je n'ai pas cherché à aller ailleurs, j'ai fait toute ma carrière à la direction générale des impôts. Et j'ai fait l'assiette, les services centraux et tout, j'ai touché presque tous les dossiers. Donc moi je me dis que je suis suffisamment aguerri. Mais maintenant, il y a un problème. Il y a un problème, c'est le contact. Vous pouvez être compétent, mais vous n'avez pas la chance d'avoir de bons clients. Il y a un problème de réseau. Ça ne se trompe pas. Tel ne peut donner. Il y a beaucoup de réseaux dans votre métier? Oui, il y a des réseaux dans le métier. Lesquels par exemple? Ceux qui ont, ils ont des gros dossiers, vous ne savez pas comment ils font pour avoir des gros dossiers, ce n'est que eux qu'on sollicite. Ça existe chez vous? Ah oui, oui, ça existe. Il y a des lobbies. Si je suis de tel bord, je ne peux donner mon dossier qu'à tel bord, qu'au même bord. Au détriment peut-être de la pertinence et de... Je peux vous dire que tous ceux qui obtiennent l'agrément pour s'installer comme conseiller, je peux dire d'office qu'ils sont compétents. Maintenant, la différence se joue au niveau des clients qui vous contactent. C'est pour ça que nous demandons à l'État d'organiser, de nous aider à organiser cette profession en nous confiant des missions légales. Vous avez 20% des conseils fiscaux qui se sont accaparés les 80% des entreprises au Cameroun et qui font de très gros chiffres d'affaires, alors que les autres vraiment tirent le diable par la queue. Vous estimez que cette Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Vous êtes dans le milieu, on essaye de savoir que cette régulation que vous souhaitez, et cette meilleure répartition en termes de pourcentage de part de marché que vous souhaitez de la part de l'État, comment est-ce que vous voulez que l'État vienne intervenir chez vous si vous-même vous n'essayez pas de vous auto-censurer? Vous auto-normer? Non, c'est l'État qui est vraiment le gendarme de toutes les professions. Si l'État prend une loi en disant par exemple que dans un cabinet, si vous voulez être compétent, vous ne devez pas avoir plus de 100 clients par exemple pour les suivre. Vous ne devez pas avoir plus de 100 clients. Les cabinets qui ont déjà plus de 100 clients seront obligés de délaisser les autres. Ne serait-ce pas une ingérence de l'État? Voilà. Ce ne serait pas une ingérence? Non, c'est le bon suivi. Bon, ça peut être une ingérence puisque c'est des professions libérales. C'est pour ça que l'État ne s'aventure pas trop là-dedans. Je comprends. Mais si l'État confie des missions officielles, comme par exemple, regardez, hein, chez les experts comptables, ils ont une mission officielle. Ils ont une mission officielle. Ils doivent être des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes. Ça, c'est une mission officielle. Il faut absolument donner ça à un expert comptable. Si l'État décide, par exemple, aujourd'hui, que toutes les sociétés anonymes du Cameroun doivent se faire assister par un conseil fiscal agréé, là, vous voyez que l'emploi, ça crache l'emploi automatiquement. Et c'est à ce moment-là que... Une seule phrase. Que les 80% de... Voilà, ça va casser maintenant. Voilà, ça va qui n'ont pas de marché. Voilà. C'est faire une place au soleil, vous estimez? Oui. Pas une place au soleil, qu'il soit équilibré. Que ce soit équilibré. Il y a un déséquilibre vraiment désagréable. D'accord, c'est un message qui certainement n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. L'État viendra certainement normer ou essayer d'équilibrer
Je ne peux pas partir d'ici, monsieur Stéphane, sans vous dire que la CEMAC a déjà apporté cette régularisation-là. C'est l'État du Cameroun qui n'a pas pris ce règlement CEMAC-là à l'intérieur. Précisément, qu'est-ce que la CEMAC a pris comme décision? Le règlement CEMAC dit que tous les contribuables doivent souscrire leurs déclarations via les conseils fiscaux agréés. Quand je dis toutes les déclarations, vous comprenez. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Le Cameroun n'applique pas. Et pourtant, c'est une loi supranationale. On ne sait pas pourquoi ce n'est pas passé dans la loi des finances à partir de la Direction générale des impôts. On dirait que nos collègues, nos petits frères et inspecteurs des impôts sont en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et ils espèrent venir s'asseoir aussi sur la même branche. Monsieur Ngapna, nous acheminons vers la fin de l'émission. Et certainement, vous aurez un mot à dire à la jeune génération qui essaie de suivre vos pas, peut-être un conseil pour ceux qui projettent s'investir dans le métier du conseil fiscal. Tout ce que je peux dire à la jeunesse aujourd'hui, ceux qui espèrent faire notre métier, qu'ils ne se cramponnent pas absolument à entrer à l'ENAM pour être inspecteur des impôts, parce que la profession, on dit que souvent que c'est le métier des vieux. C'est le métier des vieux parce que les jeunes n'entrent pas dans la profession très tôt. Un gars qui va à l'université, obtient son Master 2, ça c'est avant les 25-30 ans. S'il obtient son Master 2 au plus tard, à 25 ans, il fait 5 ans en cabinet, à 30 ans il sera conseiller fiscal. Ils sont très peu nombreux qui empruntent ce chemin-là. Oh, moi je leur conseille de faire ça. D'accord, d'accord. C'est le message que vous pouvez délivrer à la jeunesse qui nous a suivis ce soir. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'À vous la parole. Nous avions l'honneur de recevoir M. Ngapna parmi nous. Il était un expert fiscal et avec lui, nous avons abordé toutes les thématiques liées à son domaine de compétences. Tout en vous donnant rendez-vous pour vendredi prochain. Mesdames, Messieurs, restez sages. Sortez couverts, respectons les mesures barrières et surtout, prenez soin de vous. Bien le bonsoir. Merci.